Bonjour à tous. Donc, on continue sur notre petite capsule d'introduction à R. Donc, je vais repartager mon écran. Je repars sur RStudio. Donc, j'ai fait un peu le ménage. Il y a juste une petite ligne ici. Je vous la laisserai pour jouer avec. Donc, vous le reconnaissez, c'est une adresse URL. Okay, donc, je vais la définir. Donc, je crée cet objet loc, localisation, en fait, qui est une chaîne de caractères. Donc, si vous voulez lui demander, vous pourrez lui demander un petit peu la classe. Donc, la classe de loc. C'est une chaîne de caractères, d'accord. Sauf que l'avantage de R, c'est que je peux faire toutes sortes de choses. Donc, je peux aller télécharger des fichiers, je peux aller faire toutes sortes de choses. En particulier, par exemple, si vous voulez vous amuser à scraper, à faire du moissonnage sur Wikipédia, il y a des packages qui permettent de dire, va lire la page, vous lui donnez une adresse URL, et il va aller récupérer, par exemple, sur Wikipédia, tous les tableaux. Donc, vous voulez la liste de tous les pays par population, vous les avez facilement. Bref, moi, ici, j'ai juste stocké un fichier AirData. Donc, AirData est un format de données en R. Ça veut dire que techniquement, vous pouvez regarder, vous pouvez récupérer ce fichier, vous ne verrez pas grand-chose, si ce n'est que je peux l'ouvrir avec R. Et en particulier, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est typiquement le genre de choses que je vous recommande de faire dans votre console, enfin plutôt dans votre script. C'est que vous avez quelque chose que vous pouvez partager à quelqu'un d'autre. Donc, ici, je vous ai mis une ligne dans laquelle je mets la localisation d'une base de données. Donc, vous pouvez les mettre, par exemple, un site sur StatCan, sur Hydro-Québec, vous récupérez des données sur Ville de Montréal, vous mettez la localisation de l'endroit où se trouve la base sur laquelle vous voulez travailler, et vous allez récupérer un fichier. Donc, il y a une commande qui existe, qui est Download Files. Donc, Download Files, on le voit, il y a deux paramètres importants, l'URL et les Destination File. Donc, en gros, c'est la localisation de l'endroit où vous allez télécharger un fichier et le nom du fichier que vous allez sauver. Donc, il aurait pu être malin, il aurait pu comprendre que c'était ça mon nom de fichier, donc je vais juste le recopier et le coller. Mais donc, je vais chercher ma localisation et le destination file, ce sera ce nom de fichier. Et forcément, je le stocke au mauvais endroit. Donc, je vais faire ça comme ça. Okay, donc, je vais juste aller sauver ce fichier. Hop. Donc, voilà. Donc, il va aller le chercher. C'est un fichier qui fait 401 bits, donc c'est un tout petit fichier, c'est un fichier texte tout simple. Donc, il l'a téléchargé. Alors, sauf erreur, il devrait apparaître, j'imagine, ici. Vous aviez un fichier qui s'appelait Super Héros. Alors, forcément, j'ai des milliards de fichiers, mais bon, peu importe. En tout cas, il y en a un qui devrait s'appeler Super Héros, qui traîne. Bon, peu importe, mais voilà. Forcément, je me perds dans mes trucs. Et je ne le vois pas. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. GetWD. Donc, je vous avais déjà dit qu'on pouvait aller vérifier la localisation de l'endroit où on stocke les fichiers. Normalement, il devrait être ici. Je ne sais pas pourquoi je suis sur Home. Donc, a priori, je suis là-dessus. Mais je ne le vois pas. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais juste lui demander de savoir s'il peut me le charger. Donc, je vais faire un load de mon fichier. Et donc, normalement, il devrait le charger. Et ça a marché. Ça a marché. Bon, peu importe où il était, en fait, on s'en fout un peu. Donc, effectivement, il peut aller me le chercher. Alors, je vais juste remettre un petit peu le fichier. Donc, on voit apparaître 3 fichiers. Il y a un fichier qui s'appelle Publisher, qui a 3 observations, 2 variables. Et un autre fichier de super-héros, 7 observations, 4 variables. Okay, donc, ça, c'est des datas. Formellement, ce sont des data frames. Si vous voulez, on va aller regarder super-héros. Donc, pour regarder un fichier, donc, on le voit apparaître en haut dans l'environnement. Il y a la commande str qui vous permet de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, le nom, il est indiqué ici. Forcément, ce n'est pas le bon. Super Heroes. Voilà. STR vous permet de visualiser ce qu'il y a dedans. Donc, il vous dit que c'est un data frame. Cette observation, 4 variables. Et les 4 variables, elles ont un nom. Donc, on voit apparaître le dollar. Donc, c'est là aussi une dénomination de type list. Avec, premièrement, un facteur. Deuxièmement, un autre facteur. Donc, on nous donne une espèce de qualité. Un autre facteur. Donc, je ne sais pas si c'est à qui c'est destiné ou quel est le type de super-héros. Et j'ai le nom d'un publisher. Alors, je peux afficher l'intégralité de ma base parce qu'elle n'est pas trop grosse ici. Donc, si jamais je l'affiche intégralement, voilà ce qu'il me renvoie. Et donc, ici, j'ai mes noms de personnages. Je sais qui l'a publié, je sais le genre. J'ai toutes sortes d'informations, peu importe ce qu'il y a dedans, mais voilà. Ici, j'ai récupéré une base de données alors dans laquelle j'ai uniquement des variables factorielles. Donc, je peux pas m'amuser à faire à jouer avec à faire par exemple des moyennes si jamais j'avais des nombres, par exemple des milliers de ventes, je pourrais aller vous dire, fais-moi la moyenne par genre. Donc, il y a une fonction qui s'appelle aggregate qui permet de faire ça.
Donc, il y a toutes sortes de choses que je peux faire. Voilà. L'idée, c'est plutôt que vous reteniez qu'il y a ces objets de type base de données. Donc, ceci est une base de données avec laquelle je peux travailler et je pourrais faire toutes sortes de choses. Je vais peut-être vous en mettre une un peu plus intéressante. Alors, je vais juste aller la taper tranquillement. La localisation est un tout petit peu différente. Et je suis désolé parce que je n'avais pas prévu de le faire aussi vite aujourd'hui, puisque je n'ai pas grand-chose à dire en fait sur cette base-là. Je vais aller chercher une base qui s'appelle, et alors cette fois-ci, elle est en fichier TXT. Donc ça permettra aussi de lire des fichiers TXT. Donc ça doit s'appeler Gapminder Data 5year.txt. Donc voilà, donc on a le nom de notre fichier. Donc loc, il est là. Je vais l'appeler quoi? Si vous voulez, je l'appelle base.txt. J'imagine que des fichiers base.txt, j'en ai 2000 dans mon ordinateur, mais ce n'est pas très grave. OK, donc je vais aller chercher ce fichier-là. Alors j'espère que je n'ai pas fait de faute. Yes. Donc ça fait 80 kilobytes. Donc on est un peu plus gros que tantôt. Alors cette fois-ci, j'ai un fichier TXT qui a été importé. Alors pour lire un fichier TXT, il y a une commande qui s'appelle un read.delim. Donc, il y a toutes sortes de reads. Il y a le read.csv, CSV2, essentiellement suivant le type de séparateur. C'est qu'ici, c'est un séparateur en virgule, l'autre, c'est un séparateur en point-virgule. Il y a du DCF, il y a du delim. Donc, moi, a priori, je suis en delim, puisque je n'ai pas malheureusement sauvé le fichier comme un fichier CSV. Ça aurait été probablement un peu plus propre. Mais normalement, il devrait réussir à le lire tranquillement. Donc, voilà, je vais lui demander de me lire cette fichier base. Et effectivement, ça marche. Donc, il me renvoie un fichier avec 1704 observations et 6 variables. Donc là encore, je peux lui demander un str de base. Et donc là, ici, j'ai un pays, j'ai un country. Alors, on voit que par défaut, en fait, quand il importe une base de données, en fait, les chaînes de caractères sont transformées en tant que facteurs. Donc, par exemple, on va pouvoir aller voir tous les fois où apparaît le Canada. J'ai l'année où on a eu l'observation, j'ai la taille de la population, je sais sur quel continent je suis, et j'ai l'espérance de vie et j'ai le PIB par habitant. Voilà. Donc, base assez standard. Alors là, je peux lui demander, encore une fois, des sous-bases. Par exemple, je peux lui demander, si je vais vous souvenir une base, c'est un peu comme une matrice. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs capsules maintenant, mais quand vous avez une matrice, les matrices apparaissent dans les datas, puisqu'en fait, il y a des liens très forts entre les matrices et les bases de données. Et en particulier, je peux manipuler une base comme étant une matrice. Donc ici, je peux lui demander, par exemple, donne-moi les lignes. Encore une fois, les lignes correspondent à toutes mes observations, pour lesquelles un base, alors je vais chercher la valeur qui s'appelait le country, était égale à Canada. A priori, je l'ai, on va vérifier ça dans un instant. Donc là, si vous vous souvenez, une matrice, c'est indexé par les crochets. À l'intérieur, il y a une virgule. Première information, c'est les lignes. Deuxième information, sont les colonnes. Si jamais je lui donne une information sur les lignes, il va aller me sélectionner les lignes qui correspondent à ce critère-là et me renvoyer par défaut toutes les colonnes. Okay, j'aurais au contraire demandé la condition après la virgule. Ça veut dire que dans ces cas-là, il aurait cherché les colonnes qui vérifient cette condition-là. Okay, en l'occurrence, voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est la sous-base définie par les lignes associée au country égale Canada. Okay, donc on peut le demander. Et effectivement, le Canada apparaît. Alors, je ne vois pas combien de fois, s'il faudrait que je fasse le calcul. J'aurais dit 12 fois, okay, où effectivement, j'ai pour 12 années différentes, donc de 1952 à 2007, des évolutions de taille de population. Alors, le continent n'a pas changé, c'est toujours en Amérique, donc c'est rassurant. Et j'ai l'espérance de vie, par exemple, qui a augmenté. D'accord, donc, vous pouvez vous amuser comme ça à faire un graphe. Donc, comment est-ce que je peux jouer avec ça? Ben, je vais appeler ça sous-base, par exemple. Donc, S-base, c'est cette petite base-là. Et je peux lui demander de me faire un graphique dans lequel j'aurai S-base. En abscisse, je peux mettre, par exemple, la population hier. Et, pas la population, mais l'année. Et en ordonnée, je vais mettre l'espérance de vie, par exemple. Okay, donc, comment je fais ça? Donc, on a l'histoire des dollars. Je vous rappelle, les dollars, on avait vu ça quand on parlait des listes. Donc, les dollars me permettent de manipuler certains objets. Et là, je lui mets life expectancy. Okay, donc, je compile cette première ligne. Et encore une fois, oui, vous ne l'avez pas vu, mais quand je tapais, en fait, il ne me proposait rien parce que l'objet n'avait pas encore été créé. Là, si jamais je commence à taper L, il devrait me dire life expectancy. Okay, j'ai tapé L, puis la flèche. Comme il y a une seule variable qui commence par un L, dans ces cas-là, il me tape life expectancy. Et là, il me fait le graphe. Donc, je peux lui demander de me le visualiser. Forcément, il n'est pas content parce que mon plot est tout petit. Hop. Et donc, on a une belle croissance linéaire de l'espérance de vie en fonction des années.
Donc, entre 1950, où l'espérance de vie était approximativement de 68,75 ans, jusqu'à 2007, où l'espérance de vie à la naissance est passée à 80 ans. Donc, on a gagné une espérance de vie de manière linéaire. Donc, tous les ans, visiblement, on a des gains d'espérance de vie réguliers, en tout cas. Si vous voulez, on peut les vérifier. D'ailleurs, on peut travailler sur les gains. Donc, je peux lui demander de me travailler. Il y a la fonction diff qui permet de récupérer cette différence sur ce vecteur-là. Et donc, on voit par exemple que alors visiblement, on était tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on gagnait à peu près 1,2, 1,3, 0,8. Donc, on a des gains d'espérance de vie plus ou moins constants. Okay, disons qui oscillent à peu près autour de 1, j'ai l'impression. Okay, on peut s'amuser à regarder la moyenne si vous voulez. De combien est-ce qu'on gagne en moyenne tous les 5 ans? On peut regarder, min. Donc, toutes les commandes min, standard deviation, tout ça, on le verra plus tard. Mais on voit effectivement qu'on gagne à peu près 1 an d'espérance de vie tous les 5 ans. Okay. Donc, c'est un petit peu moins que la phrase qui dit qu'on a un gain de... On gagne un trimestre de vie par année. Okay. Donc, c'est un petit peu moins parce qu'un trimestre, ça voudrait dire 3 mois. Donc, ça voudrait plutôt dire qu'on tous les 5 ans, on devrait gagner 1,2 ou 1,25 peut-être. Mais si on est un petit peu en dessous, voilà. Ça reste à peu près raisonnable. Mais visiblement, en tout cas, on a eu ce gain important d'espérance de vie. Voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des stats. Enfin, si, en fait, on est là pour faire des stats. Mais bon, là, aujourd'hui, je suis là pour vous faire des petites manipulations de fonctions. Et donc, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Donc, voilà. Donc, souvenez-vous juste des histoires des dollars. Quand je mets un dollar, base de données dollar, un nom, ça veut dire que je m'intéresse à une certaine variable. Et ensuite, je peux visualiser toutes sortes de choses. Voilà. Donc, je peux m'amuser à regarder. On peut se demander, est-ce qu'il y a des pays, par exemple, où l'espérance de vie serait plus petite que 40 ans? Okay. Souvenez-vous comment on fait. Donc, je vais chercher ma base. Je vais lui demander, dans ma base, j'ai mes espérances de vie. Donc, c'était mon life expectancy. Est-ce que l'espérance de vie peut être plus petite que 40 ans? Donc là, je fais un test booléen sur tous mes vecteurs. Donc, j'ai mes 1704 valeurs d'espérance de vie. Est-ce qu'il y en a pour lesquelles j'ai moins de 40 ans d'espérance de vie? Alors, visiblement, il y en a pas mal. Oui, il y en a même beaucoup. Alors, oui, par défaut, même si jamais vous avez 1700 lignes que je vous demande de tout afficher, il affichera tout. Okay, donc, c'est un peu pénible. Et voilà, sachez juste que c'est possible. Alors, visiblement, ça a été compliqué parce que j'ai des noms qui sont un petit peu grands. Alors, je vais juste voir si ça marche ici. Encore une fois, avec ma police, voilà, c'est un peu mieux. Au moins, je n'ai pas de rupture. Et effectivement, donc j'ai pas mal de pays pour lesquels, effectivement, j'ai une espérance de vie qui est plus petite que 40 ans. En particulier, par exemple, le Zimbabwe récemment. Alors peut-être que je n'ai pas donné avant. Hein, c'était aussi pour ça que ça ne marche pas trop. Le Yémen, assez régulièrement, avait une espérance de vie plus petite que 40 ans, mais qui augmente quand même. Donc, il y a un point intéressant. Je pourrais me demander s'il y a des endroits où il y a eu des ruptures d'espérance de vie. Okay. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses là-dessus et jouer avec. Okay. Je pourrais, alors oui, je vous avais parlé de la fonction aggregate. Il y a une fonction, donc la fonction aggregate me permet de jouer par exemple là-dessus. Donc par exemple, ici, je peux faire un aggregate. Alors, il faut juste que je ne me trompe pas. Aggregate, donc il me faut. Je ne sais plus s'il y a 2G d'ailleurs. C'est celle-là, cette fonction aggregate? Oui, c'est ça. Aggregate, donc il vous dit donc, comment est-ce que vous voulez faire un agrégat? Donc par exemple, vous voulez agréger des espérances de vie by. Alors, je crois que le by, il faut qu'il soit dans une liste. Alors, je crois que ça va être quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre les espérances de vie par pays. Okay. Et ce que je vais lui demander comme function, ça va être le max, par exemple. Okay, donc, ça veut dire, c'est sur toute ma base, donc j'ai des pays qui se répètent plein de fois, je voudrais juste une fois chacun des pays, et que pour chacun des pays, on m'envoie le maximum de l'espérance de vie observée. Donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, il vous renvoie, pour chacun des pays, une seule observation qui est l'espérance de vie maximale qui a été observée. Donc, en Grèce, par exemple, il vous dit que c'est 75, on va aller vérifier, 75,48, pardon, 79,48. Donc, je peux faire exactement la même chose que tantôt. Je vais aller récupérer cette base-là et je vais taper Greece. Donc, on avait dit 79,48 et on peut aller vérifier qu'effectivement, c'était la valeur maximale. 79,48. C'est effectivement la valeur maximale sur toutes les valeurs observées. D'accord? Donc, vous pouvez vous amuser comme ça à récupérer le max, vous pouvez récupérer la moyenne. Okay? Donc, le principe de la fonction aggregate, encore une fois, vous l'avez en allant chercher l'aide de aggregate. Okay? Pour l'interrogation aggregate. Donc, c'est par défaut dans quel vecteur vous êtes, sur quelle base est-ce que vous agrégez, donc en l'occurrence par pays,
et quelle est la fonction d'agrégation que vous utilisez. Nous, c'est le maximum. Donc, pour tous les pays, je vous demande le maximum. Et donc, ça vous crée en fait une base. Alors là, je vais juste demander aggregate, ça n'a pas créé d'objet, mais je pourrais stocker ça dans un objet. Okay, donc, on voit que par défaut, il vous renvoie ces noms de variables. Je pourrais les changer en mettant country. Mais tiens, je vais le faire, on va faire ça vite fait. Donc ici, je crée ma matrice, mon vecteur A. Donc A apparaît ici. Donc il y a 142 observations parce qu'en fait, j'ai 142 pays, je pense. On pourrait vérifier, mais je pense que c'est ça. Et je peux lui changer les noms des variables. Donc le nom, on les a déjà vus, hein, c'est names de A. Et donc je vais lui dire, par exemple, la première, ça sera pays. Je vais le faire en français, on ne va pas se fatiguer. Et espérance de vie. Et les noms, je peux mettre à peu près ce que je veux. Il faut juste faire un peu attention en mettant des choses pas trop bizarres. Et donc là, si jamais je lui demande un str, alors sinon je peux faire la commande head ou tail. Tail, c'est il vous renvoie par défaut les 6 dernières observations de votre base. Et donc, il vous renvoie pour ces différents pays. Donc, vous avez l'espérance de vie maximale qui a été observée sur ces pays au cours des 50 ou 60 dernières années. Okay, sur cette tranche de 5 ans. Ok, donc avec ça, vous avez, j'ai l'impression, et je vais peut-être m'arrêter là, vous avez les commandes de base en R pour pouvoir soit coder vous-même, soit juste suivre le cours, en fait, puisque moi, je vous expliquerai les concepts, et autant que faire se peut, j'essaierai de vous montrer des commandes R qui permettent de les utiliser. Donc, par exemple, calculer des moyennes, des standard deviations, des quantiles, faire des box plots et toutes sortes de choses. OK ? Donc, vous avez toutes ces commandes, et après, donc, les commandes arriveront par la suite. Par exemple, je pourrais m'amuser à trier. OK, donc je pourrais demander la base et la trier. Donc, ça serait un sort et toutes ces choses-là. OK ? Donc, je m'arrête là. Et puis, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour faire, je pense, un petit peu de probabilité. Et les capsules qui suivront seront non plus sur les probabilités en tant que telles, mais sur les variables aléatoires et sur les objets classiques autour des variables aléatoires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les moments, espérance, variance et fonction de répartition, densité. Je m'arrête là et à bientôt.